Bonjour, je suis Antoine Denet, chef de clinique de l'unité 13, dédié à l'insuffisance cardiaque avancée et la transplantation cardiaque. On m'a chargé de vous faire cette présentation en diapo commentée qui fera office de support pédagogique concernant l'insuffisance cardiaque. L'insuffisance cardiaque, du coup, se définit par son incapacité du cœur à assumer de lui-même dans des conditions normales un débit sanguin, un flux sanguin suffisant, nécessaire aux besoins métaboliques et fonctionnels des différents organes de notre corps. Cette définition de l'insuffisance cardiaque est un syndrome, c'est-à-dire qu'il associe des symptômes, des plaintes physiques et des signes cliniques caractéristiques de cette insuffisance cardiaque, ainsi que des preuves objectives pour une anomalie de la structure du cœur ou de la fonction du cœur au repos, à l'échographie et ou prise de sang. L'insuffisance cardiaque peut être classée selon plusieurs modalités. Tout d'abord selon la fraction d'éjection, c'est-à-dire la quantité de sang éjecté en pourcentage par rapport au sang contenu dans le cœur. Donc lorsque il y a plus de 50% du sang éjecté, que la fraction d'éjection est supérieure à 50%, on parle d'insuffisance cardiaque, la fraction d'éjection préservée. Lorsque c'est inférieur à 50%, on parle de fraction d'éjection altérée. On peut définir aussi l'insuffisance cardiaque selon l'atteinte du ou des ventricules, donc l'atteinte ventriculaire gauche, ventriculaire droite ou biventriculaire. Voici des exemples d'insuffisance cardiaque selon la fraction d'éjection. Donc on va commencer par la préservée, où on peut bien voir que le muscle à chaque contraction éjecte au moins plus de la moitié de ce qu'il contient. Et la fraction d'éjection altérée, où on voit que la contraction est plus molle et moins efficace. Concernant les étiologies de l'insuffisance cardiaque, donc selon que la fraction d'éjection est altérée ou préservée, on peut retrouver globalement des causes similaires. Dans la fraction d'éjection altérée, le plus souvent, c'est l'infarctus et les pathologies des coronaires, mais on peut également retrouver des myocardites, des maladies génétiques, les problèmes de valves, mais on peut également avoir des problèmes liés à la grossesse et l'accouchement, ou encore des anomalies rythmiques ou toxiques, et notamment une cause fréquente en Occident, l'alcoolisation chronique. Dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, la principale cause que l'on retrouve, et qui touche principalement les sujets âgés, c'est l'hypertension artérielle. Mais il y a aussi des maladies qu'on appelle de surcharge, avec notamment l'amylose, l'hémochromatose ou encore des cardiopathies hypertrophiques. Donc le champ des possibles est très vaste, avec au premier plan les coronaires, du côté de la fraction d'éjection altérée et l'hypertension artérielle pour l'insuffisance cardiaque préservée. Concernant les étiologies en fonction du niveau d'atteinte, donc on regarde du ventricule gauche, donc on a évoqué les différentes étiologies, altérée avec les coronaires en premier plan, préservée avec l'hypertension artérielle au premier plan. Concernant l'atteinte ventriculaire droite, eh bien, on a tout simplement aussi les coronaires avec l'infarctus du ventricule droit, la dysplasie arythmogène du ventricule droit, les cardiopathies congénitales, les shunts, les communications entre les ventricules qui fait que le sang va refluer dans le ventricule droit, l'hypertension artérielle pulmonaire, c'est le même principe que l'hypertension artérielle du côté gauche, mais là qui va s'appliquer en regard du ventricule droit. Et enfin, bien sûr, des problèmes de valve, et donc à droite essentiellement la valve tricuspide. Concernant des exemples, pour l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, pour donner de trois illustrations, là ce que vous pouvez voir c'est une CMH sarcomérique qui va vous voyez bien que quand le muscle se contracte, globalement il arrive à éjecter la plupart de ce qu'il contient dans sa cavité, mais le muscle est très épais et donc ça en gros il se laisse moins facilement remplir et il se dilate moins pour favoriser l'éjection et donc va accumuler du sang en amont. D'autres causes d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, notamment avec l'amylose. L'amylose qui est une maladie d'accumulation de protéines du fait d'une mauvaise formation de ces protéines et un défaut
d'élimination par les cellules éboueurs de l'organisme. Donc ça va créer donc un ventricule gauche cartonné qui va pas se laisser dilater. Ça veut créer donc une hypertrophie du ventricule gauche à des stades très avancés. Euh, donc à peu près donc, les mêmes formes avec une accumulation d'eau en amont. Concernant la fraction d'éjection altérée, l'exemple d'une cardiomyopathie dilatée possiblement d'origine familiale. Donc vous voyez au niveau, donc là c'est une fraction d'éjection conservée, et là par rapport à une CMD, vous voyez le ventricule gauche qui ne se contracte quasiment pas, avec une sorte d'asynchronisme de contraction. Une autre cause de fraction d'éjection altérée, donc la non-compaction du ventricule gauche, donc, dont l'origine est encore est pas clairement définie, mais il semblerait que c'est lors de la phase embryonnaire, le muscle qui est censé s'organiser selon une géométrie très particulière, mais ne s'organise pas, et donc le muscle reste trabéculé, notamment à l'apex, et ça, c'est pourvoyeur donc d'insuffisance cardiaque, d'un mauvais fonctionnement cardiaque, et aussi possiblement d'arythmie. Donc c'est ce que vous pouvez voir ici, donc avec une sorte d'hypertrabéculation donc à l'apex, et donc un cœur, vous voyez bien, qui a du mal à injecter son contenu. Tac. Donc avec encore une difficulté, et donc on peut utiliser même des techniques d'imagerie un peu plus poussées pour mettre en relief la paroi et pour mettre en évidence les trabéculations que vous pouvez voir ici, ici et ici. Encore un exemple, et là le plus classique d'une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée, celle de l'infarctus, avec notamment une séquelle qui fait qu'il y a une zone qui va moins bien se contracter. Et donc là, vous pouvez voir, donc, les bases ici se contractent, la partie latérale se contracte, mais l'apex ne se contracte pas à ce niveau-là. Et donc la résultante, c'est que le cœur n'arrive pas à injecter le sang, la quantité de sang suffisante. Et donc là, on peut estimer une fraction d'éjection à 30%. Et le risque, souvent chez ces gens, c'est de développer, du fait d'une akinésie, un thrombus, du fait d'une stagnation du sang à l'apex. Et donc ça, c'est l'étiologie la plus fréquente de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée. Alors, donc ça c'était donc on a évoqué on a défini ce que c'était l'insuffisance cardiaque, on a défini comment on l'a classée et les étiologies qui pouvaient être donc responsables des différents types d'insuffisance cardiaque. Ensuite, maintenant ce qu'on va voir donc c'est la présentation clinique et de quoi ça relève. Donc dans la présentation d'insuffisance cardiaque, comme on l'a mis en évidence, ça se caractérise par donc, une incapacité de la pompe à éjecter donc, le sang dans l'organisme. Et donc, la résultante, c'est qu'on va avoir une augmentation des pressions en amont de la pompe qui a du mal à éjecter. Et donc ça se traduit lorsqu'on a une défaillance ventriculaire gauche par une accumulation d'eau donc, au niveau des poumons, donc, comme ce qu'on peut voir donc, dans l'œdème aigu du poumon, donc ce qu'on a donc, dans le cours précédent. Et ça peut aussi s'accumuler donc encore en amont avec une dilatation du ventricule droit et encore en amont avec une augmentation des volumes, des liquides. Et en amont, il y a quoi? Il y a directement le foie, et donc on va avoir un gros foie, et on peut avoir ensuite donc, des œdèmes des membres inférieurs avec le contenant liquidien qui va stagner dans les portions les plus déclives. Et donc ça c'est la résultante, les œdèmes des membres inférieurs, un gros foie avec une hépatomégalie, de l'essoufflement et voire de l'œdème du poumon. Ça, ce sont la résultante d'une augmentation des pressions en amont d'un cœur qui a du mal à éjecter le sang qu'il faut. Ça se traduit également par une diminution du débit d'aval, et donc c'est-à-dire que l'organisme va être moins bien perfusé, et donc dans les muscles, on va avoir une réelle sarcopénie, une fonte musculaire, avec une fatigabilité à l'effort. On va avoir au niveau du cerveau des troubles de la vigilance, de concentration, et même plus loin, des troubles cognitifs. Au niveau de la peau, on peut identifier donc des marbrures, donc avec une peau qui est un peu qui est composée de lacis veineux, donc signe d'une mauvaise oxygénation de la peau. Et au niveau du rein, on peut avoir une dysfonction rénale du fait d'une mauvaise perfusion, et donc on va avoir une diurèse qui va diminuer, et ça va favoriser également la rétention hydrosodée et la formation d'œdème.
Donc voici un exemple donc, des signes cliniques que l'on peut voir notamment sur l'accumulation, sur l'augmentation des pressions en amont. Donc avec en amont donc, le reflux hépato-jugulaire, donc c'est-à-dire qu'on on va appuyer sur le foie qui va augmenter la pression dans euh, la veine portale et donc dans les veines sus-hépatiques, qui fait que le sang ne pourra pas refluer dans le cœur, mais va refluer car il n'arrive pas, à pomper, mais va refluer plutôt dans le cou, et donc on va avoir la jugulaire qui va apparaître. Et donc ça, c'est le signe d'une rétention et d'une augmentation des pressions en amont du cœur. On peut avoir du coup aussi donc un gros foie avec un foie qui se gorge d'eau, telle une éponge, et bien sûr une augmentation une augmentation des pressions et donc l'apparition donc d'œdème, notamment au niveau du ventre, et donc on appelle ça l'ascite, et aussi au niveau des membres inférieurs dans les portions les plus déclives, avec les caractéristiques œdème des membres inférieurs qui prennent le godet. On appuie au niveau de la crête tibiale et donc la marque de notre doigt reste empruntée. En parallèle donc de ces symptômes, donc, du fait donc, d'une défaillance de la pompe cardiaque, va se mettre en place des phénomènes adaptatifs qui sont importants à comprendre, à la fois pour le diagnostic, mais également pour le traitement. En effet, au niveau myocardique, la réponse par rapport à l'augmentation des pressions va être soit donc, une hypertrophie du cœur pour favoriser une force de contraction, et ou une dilatation cavitaire pour augmenter les capacités d'éjection. Le problème, c'est que ces phénomènes de dilatation et d'hypertrophie peuvent être, dans un premier temps, bénéfiques pour assurer une meilleure perfusion et une meilleure fonction cardiaque, mais ces systèmes peuvent être dépassés et peuvent alors dégénérer et aggraver l'insuffisance cardiaque. Il existe aussi une réponse donc, neuro-hormonale, donc, c'est le système nerveux végétatif, notamment avec le système nerveux orthosympathique, avec, du fait d'une incapacité de la pompe à assurer une perfusion suffisante, une décharge plus importante d'adrénaline, de noradrénaline, d'hormones neurotransmetteurs qui vont augmenter la contraction des cardiomyocytes, des cellules du cœur, et donc l'éjection cardiaque. Donc ça, dans un premier temps, ça peut être bénéfique, ça peut être salvateur pour essayer de mieux perfuser, mais à la longue, une sécrétion trop importante de ces neurohormones vont favoriser donc, la formation de mutations génétiques au niveau des cardiomyocytes et vont favoriser également la mort cellulaire prématurée de ces cardiomyocytes et vont favoriser du coup le maintien de l'insuffisance cardiaque. En parallèle également, on va avoir une activation du système rénine-angiotensin-aldostérone qui permet de réguler donc, la volémie dans l'ensemble de l'organisme. Dans un premier temps, celui-ci va s'activer donc, pour permettre donc, une meilleure perfusion donc, rénale et vasculaire dans l'ensemble de l'organisme. Mais à la longue, celui-ci va être délétère et va favoriser des mauvaises cicatrisations cardiaques, une mauvaise perfusion rénale. Et donc tout ça, c'est des phénomènes qui se mettent en parallèle, en place, pendant l'insuffisance cardiaque, qui au départ sont bénéfiques et qui peuvent être finalement délétères pour notre cœur. Pour l'évaluation donc, du patient insuffisant cardiaque, qui est en décompensation cardiaque, il faut toujours rechercher un facteur de décompensation cardiaque, et ce à travers toutes les étapes de l'évaluation clinique médicale. Donc l'interrogatoire, toujours rechercher donc l'absence de mauvaise observance l'absence d'observance médicamenteuse, qui peut favoriser bien sûr la survenue d'une décompensation cardiaque, la consommation en sel, favorisant la rétention hydrosodée et donc le travail cardiaque sur un cœur qui est fatigué et donc l'insuffisance cardiaque. L'automédication, la présence d'autres signes fonctionnels cardiaques qui pourraient orienter vers une pathologie, une douleur thoracique et donc les pathologies coronariennes, les palpitations, les troubles du rythme, ou encore une infection récente, un voyage, un contagion infectieux.
Il faut également prendre les constantes qui pourront nous orienter aussi vers une prise en charge, la tension artérielle, une poussée hypertensive peut être favorisée, donc l'insuffisance cardiaque comme on l'a vu précédemment, la prise de température à la recherche d'une infection qui pourrait favoriser également l'insuffisance cardiaque, la fréquence cardiaque, tachycardie, bradycardie, orientée vers des problèmes rythmiques favorisant la décompensation cardiaque. Au niveau de l'ECG, là on va avoir plusieurs indices également pour une pathologie cardiaque ou pas. Au bilan biologique, de façon assez générale, on peut avoir également des informations. Et au niveau de la radiographie du thorax, notamment chez les sujets âgés, on peut retrouver des pneumopathies favorisant la décompensation cardiaque. Donc les examens complémentaires primordiaux à réaliser donc, chez le patient insuffisant cardiaque, en décompensation cardiaque, donc toujours un électrocardiogramme. Ça permet donc d'évaluer une étiologie potentielle. Ça permet donc d'orienter vers un infarctus, une arythmie, ou d'édouaner une origine cardiologique. Bien sûr, la prise de sang avec les NT-proBNP, qui sont des marqueurs donc, de l'insuffisance cardiaque, on y reviendra. Un bilan sanguin assez large, avec entrée-sortie et fonction rénale, bilan hépatique, NFS et bilan férique. Ensuite, on va avoir une radiographie, la radiographie thoracique est intéressante pour évaluer le retentissement, mais aussi le diagnostic différentiel d'une potentielle dyspnée. Et enfin, l'échographie cardiaque, qui est le nerf de la guerre dans l'insuffisance cardiaque, qui permet de préciser la fraction d'éjection, comme on l'a vu tout à l'heure, d'orienter vers une étiologie quelconque, et aussi de permettre de suivre le traitement, et monitorer le traitement et suivre son efficacité. Donc le NT-proBNP, donc ça c'est un marqueur qu'il faut connaître dans l'insuffisance cardiaque, c'est primordial à la fois pour le diagnostic et le suivi donc, de l'insuffisance cardiaque. Le NT-proBNP c'est une petite protéine qui est issue du proBNP qui est sécrétée lorsque dans le ventricule gauche on a une augmentation de la dilatation, de la distension de la paroi et de l'étirement des cellules. Et donc là, on va avoir un stimuli hormonal qui va sécréter donc, dans la circulation ce peptide. Et ce peptide-là va être, une fois dans la circulation, va être clivé avec une forme active qui est le BNP, qui va avoir un effet vasopressif avec une augmentation de la vasodilatation périphérique et une diminution de l'activité donc, du système rénine-angiotensine. Et on va avoir l'autre marqueur, donc inactif, le NT-proBNP, qui peut être le reflet au final donc, de cette distension cardiaque et donc de cette augmentation des pressions intracardiaques et donc de l'insuffisance cardiaque. Donc là, on a différents seuils qui augmentent en fonction de l'âge. Et donc c'est ça qu'il faut être vigilant en fonction de tout ça. Inférieur à 300, un NT-proBNP il est très peu probable qu'il y ait une insuffisance cardiaque. Après, en fonction de l'âge, ce seuil peut différer. Donc, l'échographie transthoracique, donc ça c'est évident, mais c'est l'examen de référence qui permet donc de définir donc la fonction cardiaque, le niveau d'atteinte et qui permet de manager donc la prise en charge donc de l'insuffisance cardiaque. Donc là, là vous voyez un algorithme donc, de prise en charge de l'insuffisance cardiaque selon les guidelines européennes et l'échographie est le centre de tout ça. Si bien sûr on suspecte une insuffisance cardiaque. Au niveau de l'échographie, donc ça va nous donner des renseignements sur plusieurs éléments, donc la fonction cardiaque, le niveau de distension donc, de la paroi, le côté élastique ou non de la contraction, de la dilatation. Ça permet de nous renseigner également sur les valves cardiaques. Donc voilà, ça nous donne des informations à tous les niveaux. Et on peut évaluer au-delà de ça l'augmentation des pressions de remplissage par des paramètres indirects. L'examen complémentaire aussi qu'on peut réaliser par la suite, généralement, donc c'est la coronarographie. Comme on l'a vu, la première cause d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée et la coronaropathie, qu'on pourrait également retrouver dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Et donc la coronarographie est un examen de choix permettant de s'assurer de l'absence ou de la présence de lésions qu'il faudrait alors traiter, qui pourraient être la cause de cette défaillance cardiaque. Donc là, c'est une coronarographie avec l'artère interventriculaire antérieure. Et là, vous voyez donc un rétrécissement en imaginant
que cette artère est traitée, on peut supposer une cicatrisation cardiaque et un rétablissement de la fonction cardiaque. On peut utiliser l'IRM myocardique, notamment dans les causes non coronariennes, pour étayer le diagnostic étiologique. L'IRM myocardique permet, à la différence de tous les autres examens, d'aller voir à l'intérieur du muscle cardiaque, dans la paroi du muscle cardiaque, et de vérifier s'il n'existe pas donc de l'œdème ou des séquelles de quelque chose qui est passé inaperçu, type myocardite, type embole ou maladie génétique constitutionnelle du muscle cardiaque, qui pourrait nous orienter sur l'étiologie donc, de l'insuffisance cardiaque. En résumé, dans les examens complémentaires, là c'est une fiche assez exhaustive, plutôt exhaustive, de ce qu'on propose à tous nos patients sur un cardiaque plutôt avancé, pour tout regarder chez l'insuffisant cardiaque, donc l'échographie transthoracique. La VO2 max, c'est un examen qui est intéressant, notamment dans l'insuffisance cardiaque, mais dans des formes très avancées, pour évaluer le retentissement fonctionnel sur les patients, mais également évaluer le pronostic à court, moyen et long terme. Donc le test de marche également pour voir effectivement le retentissement dans la vie de tous les jours donc de son insuffisance cardiaque. La radiothorax, on en a parlé pour le diagnostic différentiel. Le Holter ECG donc pour rechercher des arythmies ou des troubles de conduction sous-jacents. Un test tensionnel avec la MAPA pour s'assurer qu'il n'y a pas une cause hypertensive à tout ça. Évaluer la fonction respiratoire qui peut être intéressante pour des projets ultérieurs, notamment de greffe, la coronarographie dont on a parlé tout à l'heure, la polygraphie ventilatoire avec les syndromes d'apnée du sommeil qui peuvent être associés à l'insuffisance cardiaque, mais ça, pas besoin de rentrer dans les détails, c'est un peu compliqué, l'IRM myocardique dont on a parlé, et bien sûr des prélèvements génétiques dans des formes sans diagnostic, pour rechercher une mutation et pour traiter en fonction et aussi traiter les apparentés. Et bien sûr donc le bilan biologique que vous voyez là avec aussi une prise en charge donc de rééducation derrière. Voilà. Concernant la prise en charge thérapeutique, donc celle-ci s'articule autour donc, de la prise en charge des symptômes. Et donc là on va voir l'arsenal qu'on a, donc diurétique, dérivés nitrés. Aussi donc vis-à-vis de la cardioprotection et de la cicatrisation cardiaque. Et donc là, ça va tourner autour des bêta-bloquants, des bloqueurs du système rénine-angiotensine-aldostérone. Souvenez-vous des facteurs, de compensation neuro-hormonale mis en place lors de l'insuffisance cardiaque. Des diurétiques au niveau de l'anse. Il va y avoir bien évidemment le traitement de la cause, qui est bien sûr le nerf de la guerre donc, dans l'insuffisance cardiaque. Donc par la revascularisation, le changement d'une valve, le traitement de l'hypertension, le traitement de l'arythmie ou le sevrage alcoolique dans l'insuffisance cardiaque toxique. Et bien sûr, traiter les comorbidités qui pourraient favoriser l'entretien de l'insuffisance cardiaque et même parfois l'aggravation. Donc dans l'insuffisance cardiaque, donc il y a différents, donc comme on l'a vu tout à l'heure, donc il y a différents systèmes d'activation donc neuro-hormonale qui se mettent en place, notamment donc avec le système orthosympathique et la stimulation bêta-sympathique qui va favoriser la tachycardie et la vasoconstriction et donc l'augmentation donc, du travail cardiaque, et le système rénine-angiotensine-aldostérone qui va aboutir également à une vasoconstriction périphérique, une fibrose donc, du tissu cardiaque et rénal, et du fait d'une activation des macrophages qui vont favoriser une mauvaise cicatrisation et qui va favoriser également une rétention d'eau avec une hypervolémie. Donc le but de tous des traitements de l'insuffisance cardiaque, pour favoriser la cardioprotection et donc la meilleure cicatrisation cardiaque, c'est de lutter face à ces deux systèmes neuro-hormonaux qui entretiennent donc l'insuffisance cardiaque. Donc les bêta-bloquants pour le système orthosympathique et les IEC, les ARA2, les anti-aldostérone et on va le voir, les inhibiteurs de la néprilysine pour l'entresto. Donc au niveau du management de l'insuffisance cardiaque, les guidelines sont très codifiés et ont été récemment modifiés du fait de l'apparition de nouvelles classes médicamenteuses qui ont prouvé leur efficacité dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée. Là, je vous rappelle, on parle bien d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée. Donc dans un premier temps, il faut essayer de mettre
de façon maximale. Donc les IEC, les ARA2, système rénine-angiotensin et les anti-aldostérone avec les bêta-bloquants, bien sûr, bêta-bloquants donc pour lutter contre l'activation du système orthosympathique, la dapagliflozine et l'empagliflozine qui sont des diurétiques glucosés donc qui ont également montré récemment leur efficacité dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée. Bien sûr, toujours donc ou quasiment systématiquement des diurétiques pour équilibrer les pressions. Si à partir de là, ces médicaments n'ont pas montré d'amélioration franche chez un patient qui est toujours symptomatique, on peut proposer d'autres prises en charge, notamment en cas de troubles de conduction, la mise en place d'une resynchronisation cardiaque, accompagnée ou non de l'implantation d'une sonde de défibrillation qui permet de protéger donc, les insuffisants cardiaques du risque d'arythmie cardiaque fatale. Voilà. Donc, le traitement, donc, c'est bien sûr la philosophie, donc diminuer, d'un côté, donc, on veut lutter face à l'activation du système neuro-hormonal, du système rénine-angiotensin-aldostérone, avec vraiment diminuer la réponse adaptative de vasoconstriction de rétention hydrosodée induite par l'insuffisance cardiaque. Donc on a tout ça comme arsenal thérapeutique. Et d'un autre côté, donc lutter face à la réponse orthosympathique adrénergique délétère au long cours dans l'insuffisance cardiaque. Donc voilà, donc les bêta-bloquants, donc comme on l'a dit tout à l'heure, donc ça va avoir un effet à la fois cardiaque central, donc on va dire lutter contre la tachycardie, et donc qui va être source d'efforts supplémentaires pour le muscle cardiaque, et on va diminuer la consommation en oxygène du myocarde. Au niveau périphérique, ça va diminuer donc la pression artérielle et ça va diminuer de fait le travail cardiaque qui va moins lutter pour éjecter le sang. Donc pour repérer les bêta-bloquants, pour votre petite culture, donc ça finit toujours par LOL. Carvedilol, bisoprolol, athénolol. Donc par rapport donc, aux IEC ARA2, donc on se répète, donc toujours lutter contre la sécrétion donc, d'angiotensine 2, la sécrétion d'aldostérone, pour lutter contre la formation de fibrose, pour lutter contre la rétention hydrosodée et donc la formation d'œdème, et diminuer la vasoconstriction et le travail cardiaque. Donc les IEC agissent à cette étape-là donc, du cycle hormonal, les ARA2 à cette étape suivante, et les anti-aldostérones à cette étape-là. Un nouveau molécule qui est sorti maintenant maintenant ça va faire 5-6 ans, donc c'est l'association d'un ARA2, donc comme on l'a vu tout à l'heure, donc au niveau précoce donc, du système rénine-angiotensin-aldostérone, et de l'association de la néprilésine, d'un inhibiteur de la néprilésine qui va ou la néprilésine pardon, et a pour but donc de dégrader donc le BNP qui est qu'on l'a vu au tout début, un peptide favorisant donc la diurèse et donc diminuant donc le travail cardiaque. Et donc on va augmenter artificiellement le BNP qui va être alors plus longtemps plus efficace. Et donc on l'associe donc avec un inhibiteur donc du récepteur à l'angiotensine 2 et donc ça combiné ça va favoriser une protection cardiaque optimale en jouant sur le système rénine-angiotensine, aldostérone, mais aussi sur le système peptique natriurétique avec l'augmentation artificielle des BNP. Au niveau des prises en charge non médicamenteuses qui surviennent dans un second temps dans l'insuffisance cardiaque après une thérapeutique insuffisante, inefficace, donc des médicaments à pleine dose, on a donc différentes choses. Donc tout d'abord l'implantation d'un défibrillateur pour prévenir donc de la mort subite si la fraction d'éjection est encore altérée, moins de 35% après un traitement optimal. Eh bien, on va proposer à ces gens-là un défibrillateur dont on sait qu'ils sont à risque plus important de mort subite que les gens non insuffisants cardiaques. Ce qui peut être proposé également, donc, c'est ce qu'on appelle la resynchronisation. Les cœurs, lorsqu'ils vont se dilater, la conduction électrique va moins bien se faire et les ventricules vont se contracter de façon asynchrone. Et donc ça va entretenir une mauvaise éjection et ça va, à la longue, aggraver l'insuffisance cardiaque. Et donc, de ce fait, on va introduire donc une sonde à la fois du côté droit du cœur et une sonde
sur la paroi sur la paroi latérale donc, du ventricule gauche, pour faire en sorte que ces deux sondes stimulent en permanence et de façon simultanée pour mimer une contraction synchrone. Et donc là, c'est quelque chose qu'on propose lorsqu'on a des signes sur l'électrocardiogramme qui montrent cette désynchronisation, et une fois bien sûr qu'on a mis tous les médicaments et que ça a été inefficace pour favoriser la cicatrisation. Une fois qu'on a mis tous ces traitements en place, une fois qu'on a proposé une stimulation électrique en cas d'éligibilité et que le patient reste toujours symptomatique et qui s'aggrave, on va rentrer dans des discussions beaucoup plus pointues et donc à partir de là, de projets d'assistance. L'assistance, c'est l'assistance monoventriculaire gauche ou biventriculaire, donc c'est des pompes, donc ça c'est ce qu'on fait, on fait donc à la Cardio 13. On suit ces patients qui ont une pompe qui permet donc d'aspirer le sang du ventricule gauche et de le recracher donc au niveau de l'aorte, et donc d'assurer avec un débit pulsatile, et donc remplacer en gros le travail cardiaque du ventriculaire gauche par la pompe. Donc ça c'est possible que pour les gens qui ont une dysfonction d'un seul ventricule. Et aussi, il existe aussi la possibilité de transplantation cardiaque avec toutes les problématiques de pénurie de greffons et donc de patients qui ne peuvent bénéficier donc de ce système.